Moi, je vais pouvoir commencer à poser les premières questions aux participants, en commençant par Xavier Garnier. Donc, Xavier Garnier, qui est donc, enseignant de mathématiques au LP2I de Poitiers, donc le lycée pilote innovant international sur le site du Futuroscope, qui est aussi chargé de mission chargé de mission au niveau de la direction du numérique pour l'éducation, la DNE, sur les nouvelles formes scolaires. Donc il va nous expliquer tout ça. Et peut-être pour commencer, on va pouvoir lui poser une première question autour des compétences à travailler avec les élèves. Donc quelles sont les compétences transversales à développer chez les élèves et les enseignants du XXIe siècle? Bonjour à tous. C'est une question assez forte pour engager la discussion. Merci déjà de m'avoir invité. Je viens du coup de Poitiers. C'est finalement en voisin, puisque la grande région maintenant nous inclut aussi du coup dans cette région académique. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas forcément détailler le projet que je mène du coup à la direction du numérique pour l'éducation, mais peut-être vous allez imaginer sa substance à travers les quelques idées que je vais développer. Donc là, l'entrée sur la question des compétences du XXIe siècle, je pense qu'on peut la poser directement à la société et plus précisément, peut-être c'est un peu réducteur, mais déjà au monde du travail, c'est-à-dire concrètement, quelles compétences on doit développer chez les élèves, de sorte qu'ils puissent ensuite s'insérer professionnellement dans la vie, etc. Et en fait, ça pourrait être une bonne façon de faire, sauf que vous connaissez peut-être une étude qui date maintenant un peu, c'est automne 2017, enfin je dis ça date parce que vous allez voir, c'est Dell Technologies qui raconte que finalement les métiers, en 2030, eh bien, il y en a 85% qui n'existent pas encore aujourd'hui. En tout cas, qui n'existaient pas encore à automne 2017. Et donc du coup, si on se dit, faut préparer les élèves à la vie, au métier d'aujourd'hui, alors on se pose la question, s'il y en a 85% qui n'existent pas encore, on est en train de réfléchir sur 15% des possibilités. Donc c'est un peu angoissant au niveau des enseignants, et notamment au niveau des enseignants du lycée, voire du supérieur aussi, de se dire, mais finalement, à quoi je vais préparer mes élèves? Qu'est-ce que je dois enseigner aux élèves pour qu'ils puissent du coup s'insérer dans des métiers qui n'existent pas encore? Et là, en fait, je pense qu'il y a une vérité qui vient d'il y a très longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez John Dewey, qui est un des pères de l'éducation nouvelle, sûrement. Et dès 1916, en fait, John Dewey nous rassurait en fait, par rapport à ça, puisqu'il disait que l'école, ce n'était pas l'endroit pour préparer les élèves à la société des adultes. Ce n'était pas ça. C'était une société déjà en elle-même, dans laquelle l'élève allait préparer celle qui sera la sienne demain. C'est-à-dire que finalement, les élèves sont... alors c'est une perception assez originale, hein, mais ça veut dire qu'en fait, on ne doit pas préparer les élèves à ce qu'on imagine être dans la société actuelle, parce que de toute façon, moi, ma fille, elle a 11 ans, et bien quand elle aura un métier, ou qu'elle commencera à se poser la question, ce sera justement en 2030, là où il y aura 85% des métiers qui auront changé. Et donc, cette confiance qu'on devrait donner envers nos élèves en disant, en fait, ils sont en train de construire leur propre société. Évidemment, c'est aussi une responsabilité en tant qu'adulte. Et on se dit, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans cette école dans laquelle les élèves construisent leur société? Et là, je pense que le cœur du débat, c'est l'idée d'autonomie. C'est la première compétence que je cite. Désolé d'une grande introduction pour finir par répondre à la question. Mais c'est celle d'autonomie. Au cœur de tout ça, c'est rendre les élèves autonomes, capables d'apprendre à apprendre, d'apprendre par eux-mêmes, de s'adapter, etc. Et l'entrée qu'on propose dans le projet Future Classroom Lab, donc, que je mène à la DNE, c'est l'entrée des compétences du XXIe siècle qui permettent de développer cette autonomie. Donc concrètement, ça va être la collaboration, être capable de travailler avec les autres. On sait qu'au XXIe siècle, ça va être indispensable. La communication également, de s'adresser correctement en fonction de son auditoire, des situations dans lesquelles on est. L'autorégulation aussi, la capacité à gérer un projet sur le long terme, à s'adapter, à s'auto-évaluer pour changer ses objectifs, changer sa stratégie en fonction de ce qu'on a pu évaluer. Voilà. Donc c'est toutes ces compétences-là qu'il faut essayer de mettre en place dès le plus jeune âge. C'est vrai qu'il y a un socle fondamental, hein, on ne peut pas être autonome si on ne sait pas lire, écrire, compter. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Par contre, on se rend compte qu'effectivement, ça ne peut pas être suffisant au XXIe siècle pour être capable d'adresser tous les défis qui se présentent à nous.
Alors, donc on va continuer. Donc la thématique de la table ronde est autour de la forme scolaire. Donc par rapport à ce que nous a dit M. Garnier sur les compétences du XXIe siècle à développer, on pourrait se poser la question sur le rôle et l'impact de l'espace sur le développement de ces compétences et savoir comment on peut améliorer donc, la forme scolaire pour améliorer ces compétences. Oui, alors en fait, entre les compétences que l'on veut développer et puis l'espace d'apprentissage dans lequel on le fait, il y a évidemment tout un maillage important autour des actions qu'on va mener, quoi, des activités, de la scénarisation pédagogique. Finalement, on peut se dire, mais comment on va développer ces compétences du XXIe siècle dans la classe? C'est pas tellement marqué dans les programmes. Alors si, certes, il y a le socle commun de compétences, etc., qui est présent, pas forcément au lycée d'ailleurs, mais en tout cas au collège. Est-ce qu'on doit mettre les connaissances, le socle de savoir-faire fondamentaux au même rang, au même titre que d'autres compétences plus transversales? Je pense que finalement, il y a quelque chose qui est très fondamental dans les compétences du XXIe siècle, c'est que quelque part, ça ne peut pas être vraiment dans un programme, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne. On ne peut pas enseigner la collaboration aux élèves, en tout cas théoriquement. On ne peut pas enseigner la créativité aux élèves théoriquement. En fait, parfois, on a tendance à leur faire perdre leur créativité qu'ils avaient à l'école primaire par une forme scolaire qui est trop structurée. Mais en tout cas, on a du mal, effectivement, à savoir comment enseigner ce genre de compétences-là. Et là, ce que je pense être rassurant, c'est de considérer que les compétences du XXIe siècle, en fait, elles se nichent non pas dans ce que l'on enseigne, mais dans la façon dont on va l'enseigner. Donc, on peut enseigner ce que l'on veut. Évidemment, il ne faut pas enseigner n'importe quoi, et c'est là où les programmes sont importants et qu'on définisse ensemble qu'est-ce qu'on veut que nos élèves sachent. Mais en réalité, ces compétences du XXIe siècle, elles vont se développer dans la façon dont on enseigne avec eux. C'est-à-dire, quelle situation pédagogique je mets en place avec mes élèves pour qu'ils puissent être en mesure de collaborer. Par exemple, si on prend juste l'exemple de l'autorégulation, donc la capacité à gérer sur le long terme un projet, s'auto-évaluer par rapport à où j'en suis, par rapport aux objectifs, aux critères de réussite, et puis adapter ma stratégie pour améliorer mon travail, toute cette compétence-là, eh bien, ça ne peut pas se faire si systématiquement on donne aux élèves un travail à faire du jour pour le lendemain ou un plan de travail sur 3 mois, mais par contre, au jour le jour, vous avez le programme avec il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Donc ça montre bien que quand on engage un scénario pédagogique avec les élèves, il faut imaginer en amont les compétences que l'on veut faire développer, les compétences du XXe siècle qu'on veut faire développer chez les élèves. Et là, il y a la recherche qui nous appuie en fait dans cette thèse-là, qui est une chercheuse irlandaise qui s'appelle Deirdre Butler, et qui a montré que pour qu'une compétence soit effectivement développée par les élèves en classe, eh bien, il faut qu'elle soit conscientisée en amont, prise en compte par l'enseignant dans son scénario pédagogique. Donc très concrètement, ce n'est pas parce qu'on va mettre les élèves par 4 dans une salle de classe, par groupe, en îlot, que nécessairement ils vont collaborer. En fait, il y a des niveaux de collaboration qui vont pouvoir être atteints en fonction de ce que l'on va faire dans la classe avec les élèves, de comment on va organiser le scénario de collaboration. Par exemple, est-ce que les élèves sont en groupe? Bon, ok. Ensuite, est-ce qu'ils ont des responsabilités partagées? Est-ce que, par exemple, je leur donne des rôles? Est-ce que chaque élève a un rôle? Ce n'est pas obligatoire, mais on sait que s'ils ont des responsabilités partagées, ils vont être plus impliqués dans la tâche et ils vont développer davantage cette collaboration. Ils auront intérêt à aller vers l'autre qui a un rôle différent, etc. Est-ce que les élèves prennent des décisions substantielles ensemble? Il ne suffit pas que chacun fasse son truc dans son coin et on recolle les bouts à la fin, mais voilà, prendre le temps de décider ensemble de ce que l'on va faire et de comment on le fait. Voilà, c'est des questions qui permettent en amont en fait, de la scénarisation pédagogique, enfin en amont du cours tout simplement, qui permettent de garantir quelque part que la compétence sera développée. Et là, je change juste un tout petit peu le focus sur les compétences parce qu'on a tendance encore trop à le considérer comme étant le résultat d'une évaluation. Vous savez, les points rouges et les points verts. Ce qui est intéressant à terme, mais en réalité, avant d'évaluer une compétence, il faut vraiment se poser la question de est-ce que je l'ai vraiment développée chez les élèves. Donc c'est dans cette idée-là, cette recherche-là, qu'on essaye de davantage se concentrer sur comment je développe une compétence, comment je développe la collaboration chez les élèves, par exemple, plutôt que comment je l'évalue. Voilà. Après, donc, la question sur les espaces, pour conclure,
Si on prend juste la métaphore habituelle de l'élève acteur de ses apprentissages, eh bien à ce moment-là, vous allez au bout de l'idée, vous voyez qu'il faut un scénariste si vous avez un acteur. Donc évidemment, le scénariste, eh bien, ça va être le rôle de l'enseignant dans ce cadre-là. On a beaucoup parlé de scénario jusque-là. Et puis ensuite, il faut aussi un environnement dans lequel le scénario se développe. Donc le décor, si vous voulez, qui pourrait être à ce moment-là l'espace d'apprentissage. Et on ne fait jamais un film sans se dire « c'est pas grave, derrière, peu importe s'il y a des gens qui passent, peu importe si je suis dans la rue, les gens prennent un café, mais c'est pas grave ». Vous voyez, l'idée, c'est que le réalisateur, enfin le scénariste aussi, pense le décor. Il y a ces storyboards qui permettent de définir l'environnement dans lequel le film va se dérouler. Et quelque part, on devrait aussi se poser cette question-là dans l'éducation. Enfin, il y a des collègues, beaucoup de gens le font déjà, mais simplement, j'insiste sur ce point-là. L'idée de concevoir une activité pédagogique, à la fois dans sa scénarisation, avec derrière, dans sa tête, quelles compétences je développe, et puis en même temps, penser l'environnement d'apprentissage. Et puis, juste un dernier point, qui pourrait être un effet direct des espaces d'apprentissage sur ces compétences-là que je mentionne, c'est celui d'un concept qui s'appelle l'affordance en ergonomie, qui est tout bête, c'est juste la capacité d'un objet à dire de lui-même à quoi il sert. Par exemple, vous voyez une chaise, quand on la voit, on voit bien que ça sert à s'asseoir. La table, on peut poser des choses dessus, ça c'est l'affordance de ces objets. Et quand on étend en fait ce principe d'affordance à un environnement, à un espace plus large, eh bien on se rend compte que ça marche encore. Il y a des choses qui se passent, l'environnement nous dit des choses à une échelle plus importante. Par exemple, quand on est rentré dans cette salle ce matin, on a bien vu qu'il allait se passer quelque chose de cet ordre-là, avec des personnes qui vont parler, des gens qui vont écouter, une interaction éventuellement qui va systématiquement passer plutôt par la table ronde avant de revenir dans l'assemblée, etc. Quand vous rentrez dans une salle de classe où les tables sont en randonnion, vous avez donc le bureau au même endroit que d'habitude avec le tableau, etc. En fait, l'affordance d'un espace comme ça, eh bien, pour être un peu direct, c'est je vois que je dois venir dans cette salle de classe, m'asseoir, me taire. Bon, ça c'est un détail, on va dire, pas forcément un détail dans la vraie vie, mais en tout cas, on va dire c'est un contrat avec l'enseignant. Mais surtout, je dois attendre que ça commence, attendre qu'on me dise ce que je dois faire, etc. Donc finalement, une salle de classe classique, c'est un appel à la passivité, de mon point de vue. C'est-à-dire, je rentre et je dois venir m'asseoir et attendre qu'on me dise ce qu'il faut faire. Pourtant, on veut rendre les élèves acteurs, n'est-ce pas? Donc là, il y a une petite contradiction. Et donc, ce qui est intéressant à réfléchir dans les espaces d'apprentissage, et notamment à l'heure du numérique, c'est de se dire comment je vais faire pour que cet espace il ait une autre affordance qu'un appel à la passivité. Je rentre et je me dis, tiens, en fait, là, un peu comme en maternelle, excusez-moi de revenir à la valorisation de ce qui se fait dès les plus petites classes, mais effectivement, les élèves, quand ils rentrent, avant que le cours démarre, en maternelle, ils peuvent aller dans des ateliers de façon assez autonome, assez libre, ils peuvent dire, tiens, moi, c'est ça que j'ai envie de faire en attendant que ça démarre vraiment, etc. On peut imaginer des salles de classe à toutes les échelles, jusqu'à l'université, des espaces d'apprentissage au sens plus large que la salle de classe, qui peut être un peu sclérosante aujourd'hui, qui donnerait, qui inviterait les élèves à se mettre dans différentes postures autres que celle d'être passif. Donc une posture de création, une posture d'échange, de collaboration, une posture de présenter ses travaux aux autres, etc. Et pour chaque posture, finalement, chaque situation d'apprentissage, on peut penser à un espace idéal. Alors, pour rebondir par rapport à ce que dit Xavier, donc je vous affiche ici à l'écran comment caractériser une compétence. Il apparaît clairement qu'une compétence s'appuie sur un socle de connaissances. Une salle de classe en autobus peut être suffisant. Et à la limite, la connaissance, elle est partout maintenant sur Internet. L'enseignant n'est pas le seul à porter ce socle de connaissances. Il est maintenant partout et accessible à tout instant à chaque élève. Donc si on veut atteindre un niveau supérieur, il est nécessaire justement de repenser complètement la forme scolaire. La compétence, donc elle n'est pas uniquement connaissance, elle doit aussi amener l'élève à s'exprimer par ses propres mots, à résumer, à traduire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compréhension, à utiliser l'information qui est adaptée à une situation pratique, donc à savoir appliquer. Donc là, on est plutôt dans le savoir-faire. Et troisième niveau, dans le savoir-être, donc amener l'élève à être en capacité d'analyser, donc à repérer des éléments, à trouver des relations logiques, des significations par rapport à ce qu'on lui a dit.
Les niveaux après, donc 5 et 6 de synthèse et d'évaluation, sont les niveaux à atteindre au maximum par les élèves pour qu'on soit réellement en capacité de dire qu'il maîtrise cette compétence. Lorsqu'un élève est en capacité de prendre des décisions et de défendre son point de vue, là on peut dire qu'effectivement il a atteint la compétence recherchée. Et ça, c'est clair que c'est très difficile d'échanger dans une salle de classe qui a une forme telle qu'on la connaît aujourd'hui dans la plupart des disciplines.